Alors, j'ai commencé à écrire depuis le collège. Peut-être que j'écrivais de la poésie d'abord, puis par la suite, je me suis dit que je voudrais raconter des petites histoires. Donc de la poésie qui était plutôt de la poésie amoureuse, puisque quand on devient un poète, on commence par l'amour. On adresse des textes aux filles dans l'espoir que ça puisse les séduire. Et parfois ça marche pas. La plupart du temps, ça n'avait pas toujours marché, mais au moins on continue à écrire cette poésie. Et quand je suis arrivé au lycée, j'ai commencé à penser que je pourrais écrire peut-être des petites histoires, donc des nouvelles. J'avais essayé, mais ça ne marchait pas. Mais concrètement, c'est lorsque je suis arrivé en France, à l'âge de 20-21 ans, je suis arrivé avec des cahiers remplis de poésie que j'ai commencé à proposer aux éditeurs qui n'en voulaient pas, que je me suis dit, bon, en attendant, je vais écrire un roman. Et j'ai commencé à écrire mon premier roman, mais j'ai publié un recueil à compte d'auteur, c'est-à-dire c'est toi-même qui payais pour être publié, puis les autres étaient publiés par les éditions L'Harmattan à l'époque. Et puis en 1998, au moment où on gagnait en quelque sorte la Coupe du Monde, c'est là qu'était sorti aussi mon premier roman qui s'appelait Bleu, Blanc, Rouge. Donc j'avais 28-29 ans, et donc commençait enfin une petite traversée d'écrivain. À partir de ce moment-là, j'ai dit bon, puisque j'ai pu écrire déjà 3 recueils de poèmes, j'ai écrit un roman qui a été accepté par un éditeur à l'époque, c'était Présence africaine. Et puis j'ai écrit un deuxième 2 années plus tard. Puis après, je voulais aussi changer de maison d'édition. Je suis allé au Serpent à Plume. Puis en 2005, j'ai envoyé pour la première fois un de mes romans manuscrit chez un grand éditeur. C'était aux éditions du Seuil et c'était le roman Vers cassé. Donc c'est ce roman-là qui m'a fait un peu connaître en France parce qu'il avait une autre texture, parce que c'était un roman de langage, c'était un roman de ragot, c'était un roman de bar, comme on est aussi. Voilà. Donc c'est un pilier de bar qui racontait la vie des autres. Et à cette époque-là, moi j'étais surpris par le succès, parce que moi je disais, bon, c'est un petit roman de rien du tout que j'ai écrit dans la solitude. À l'époque, j'ai habité dans le Michigan, à Ann Arbor. Et la neige, c'était à moins 40. Et donc, dans la solitude, j'écrivais ce roman d'Air Soulard qui parlait des autres clients des bars. Et quand j'ai envoyé ça, je n'ai pas compris pourquoi tout d'un coup, la France, quel langage, quelle jubilation. Donc, je ne savais pas, on m'appelait au téléphone, tiens, mais Bernard Pivot a écrit sur toi dans le journal du dimanche, il faudrait que tu lises. Et ce roman était finalement dans les prix littéraires. Voilà, il avait eu quelques ans, mais il avait raté le prix Renaudot. Et c'est en 2006, quand j'ai écrit Mémoire de Porc-Épic, que j'avais eu le prix Renaudot. Alors, le dernier roman, Le Commerce des Allongés, était un roman qui retourne à la fable, à la manière de raconter une histoire, à la manière de convoquer les traditions, à la manière de convoquer les croyances. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est mort et qui, après son enterrement, le lendemain, se retrouve au-dessus de sa tombe, il est ressuscité. Et il essaie de comprendre les raisons qui l'ont entraîné jusqu'à ce cimetière. Donc pendant ce temps qu'il est en train de remettre les idées en place, il va revivre les 4 derniers jours de sa vie. Et pendant ces 4 derniers jours, il comprend que, surtout les derniers jours, c'était le jour où il était allé en boîte de nuit, qu'il avait croisé une nana, et cette nana l'avait entraîné quelque part, et c'est à partir de là que sa vie avait changé. Et donc je pars de ce fait divers de quelqu'un qui a croisé une femme dans une boîte de nuit, et que cette femme elle-même était peut-être un esprit qui voulait se libérer. Ce jeune homme va peut-être être au cœur des choses les plus inextricables de la ville, mais aussi du pays. Toutes les croyances religieuses, tous les sacrifices qui se font en Afrique pour avoir du pouvoir, et
tout l'égoïsme des gens qui ont le pouvoir, toute la politique autocratique qui se trouve au Congo-Brazzaville. Donc c'est un roman à la fois ancré dans les traditions, mais proche aussi des réalités contemporaines. Je vais rechercher dans le souffle des ancêtres ce qui pourrait expliquer pourquoi aujourd'hui le continent africain est dans une situation d'éclatement total. Tout simplement parce qu'on a perdu les valeurs et qu'on pense que pour avoir du pouvoir, on peut sacrifier n'importe qui. C'est pour ça que dedans, il y a des meurtres sacrificiels qui se font, il y a des pasteurs qui trompent pratiquement toutes les ouailles, et puis il y a un président de la République à vie, et puis il y a aussi le fait que les morts reviennent pour rétablir un équilibre social. Voilà. D'où le commerce des allongés, c'est-à-dire tout ce bavardage, tous ces discours qui vont se passer dans un cimetière et qui va peut-être pointer du doigt les injustices sociales. Montrer aussi comment les femmes sont au cœur même des sociétés africaines parce que c'est grâce à elles que la mort nous semble plus légère. S'il n'y avait pas de femmes, la mort serait lourde et nous ferait disparaître éternellement. On m'a donné 3 vins à déguster. Quand vous dégustez 3 vins, vous avez une sorte de trinité. Il y avait un vin qui était au nom du Père, un autre qui était au nom du Fils, et l'autre encore, le troisième qui était au nom du Saint-Esprit. J'ai choisi le Fils, c'est-à-dire celui qui est au milieu, parce que le milieu est toujours celui qui a le moins de partialité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Le Père se bat toujours avec le Saint-Esprit et au milieu il y a le Fils. Alors le Fils, c'était ce vin Armelo Marcibert. Il y avait dans ce vin une sorte de comportement un peu plus... Il y a la volonté dans ce vin, mais en même temps il y a pas de l'agression. Et dans les autres, je sentais qu'ils étaient présents. Ils voulaient prouver qu'ils étaient du vin qui sortait vraiment d'une hibernation méritée. Mais l'Armelo avait un côté un peu plus tempéré. Je te donne des livresses, mais pas jusqu'à te faire perdre la raison. C'est pour cela que je l'ai préféré, je l'ai choisi. Quand vous le buvez, il s'étale sur le palais, mais il ne sature pas votre goût au point de vous faire oublier de goûter les autres. C'est un vin que je qualifierais de démocratique, c'est un vin que je qualifierais de courtois. Et c'est rare de trouver des vins qui ont le sens de la courtoisie.